qu'avant la Savoie était italienne? La Savoie n'a jamais été italienne, ni sarde, ni piémontaise. Et bien souvent, on l'imagine avec ce passé qui n'a jamais existé. La Savoie d'aujourd'hui, celle dont on parle, ce sont les deux départements, Haute-Savoie et Savoie, qui sont constitués par 6 provinces anciennes, Chablais, Faucigny, Genevois, Savoie-Propre, Tarentaise, Maurienne, qui sont le noyau territorial de base des anciens États de Savoie. Ces États de Savoie, c'était un grand pays qui allait du lac de Neuchâtel jusqu'au golfe de Gênes. On a souvent dit les États sardes, mais on voit qu'ici, dans les États de Savoie, il y avait la Sardaigne. Eh bien, pourquoi les comtes et ducs de Savoie ont ce passé sarde et piémontais qui a été assimilé au passé de la Savoie? Ce qui est advenu, c'est que le deuxième comte de Savoie, Odon Ier, fils d'Humbert au Blanchemin, a épousé une certaine Adélaïde de Suse qui lui a apporté en dot le marquisat de Turin. Et ainsi, ils ont eu une possession de l'autre côté des Alpes. La Savoie avait un ennemi puissant, qui était la France. Et comme il n'y avait pas de barrière naturelle, un jour du XVIe siècle, les comtes de Savoie ont transféré leur capitale, qui était à Chambéry, et ils l'ont transférée à Turin. Entre-temps, il faut dire que ces comtes de Savoie étaient devenus ducs. Ils étaient devenus ducs, c'était en 1416, le 19 février, ils avaient été élevés à cette dignité. Par la suite, ils vont devenir rois de Sardaigne. C'était en 1720, lors du traité de Londres, qu'on va leur donner cette royauté. Ainsi, une couronne royale va coiffer le blason de Savoie et va, comment dire, donner plus de force à leurs prérogatives sur l'Italie qui n'existait pas. Alors ainsi, politiquement, il n'existait pas encore, c'était une multitude de petites possessions, comtés, duchés, républiques et autres. Donc les ducs de Savoie sont rois de Piémont-Sardaigne. Mais ce n'est pas pour ça que la Savoie est piémontaise et sarde, et encore moins italienne, puisque l'unité de l'Italie ne sera proclamée qu'en 1861. Or, en 1860, la Savoie va devenir française, à la suite d'un traité d'annexion. Mais ce n'était pas la première fois que la Savoie avait été annexée par la France. Elle avait déjà été annexée au préalable 7 fois par la France. À chaque fois annexée par les armes, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que l'avant-dernière annexion, c'était les révolutionnaires français qui nous avaient annexés. Et la République française avait publié un décret d'annexion. Ce décret de la Convention nationale du 27 et 29 novembre 1792 reconnaît le peuple souverain de la Savoie, parce qu'il est bien écrit dans le préambule, après avoir reconnu que le vœu libre et universel du peuple souverain de la Savoie, émis dans les assemblées des communes, est de s'incorporer à la République française. Cette chose-là est très importante, car ce décret, qui n'a jamais été dénoncé, inscrit dans l'histoire la Savoie comme étant un peuple souverain. Bien, en 1860, cette annexion-là ne va pas durer bien longtemps. Après la victoire de Waterloo, les Français vont abandonner la Savoie. C'est une victoire pour nous, puisque nous n'étions pas français. Et en 1860, nous voilà de nouveau annexés au titre d'un traité d'annexion. Et surtout, c'est une grande première d'un plébiscite. C'est-à-dire qu'on va voter en Savoie pour savoir si on veut ou non devenir français. Mais les Savoyards ont voté en masse pour l'annexion à la France. Et ils étaient tous d'accord? Oui, c'est ce que dira l'histoire. Jusqu'à ce jour, on nous a toujours dit qu'ils étaient tous d'accord. Qu'ils avaient voté à 99,8% pour être réunis à la France. En fait, ce plébiscite s'est déroulé dans des conditions très particulières. Il faut savoir que l'abstention était interdite. Il faut savoir qu'il y avait en Savoie une occupation militaire française. Il faut savoir qu'il y avait une loi d'exception française promulguée sur tout le territoire de la Savoie qui disait que quiconque s'élèverait contre cette annexion pourrait être envoyé à Cayenne sans même un jugement. Et il faut savoir enfin qu'il n'y avait pas de bulletin non. Donc les gens qui se rendaient obligatoirement, puisque l'abstention était interdite, dans les bureaux de vote, n'y trouvaient pas de bulletin non, mais uniquement des bulletins oui. Et c'est ainsi que s'est fait ce plébiscite, cette immense victoire pour la France. C'était un plébiscite truqué, comme tous ceux de Napoléon III. Mais ce n'est pas notre propos que de dénoncer ce plébiscite, car il a une particularité, c'est qu'il fait
du peuple souverain de la Savoie, reconnu comme tel par décret de la République française, un des contractants du traité d'annexion. C'est-à-dire qu'au terme de l'article 1 de ce traité d'annexion, il est dit on va consulter les populations sont consultées, plébiscite truqué ou pas, elles ont donné leur accord, si elles avaient pu ne pas le donner, l'annexion ne se serait pas faite. Donc, nous avons ce peuple souverain de la Savoie, contractant de ce traité, nous devenons français. Quels sont les termes essentiels de ce traité? Eh bien, d'abord, à l'article 1, ils vont voter, mais avec des bulletins oui, mais pour toute la Savoie du Nord, avec des bulletins oui zone, c'est-à-dire une grande zone franche, exempte de droit indirect, qui est non pas accordée, mais c'est une zone qui est étendue, qui existait déjà, qui est étendue sur toute la Savoie. Et ces bulletins oui zone font entrer la zone franche dans le traité d'annexion. La seconde clause de ce traité d'annexion, c'est la neutralité de la Savoie, qui est perpétuée. Elle existait déjà, la Savoie était un territoire neutre, avec une neutralité dite helvétique. Et la seconde clause, c'est qu'on maintient cette neutralité. Donc, les Savoisiens deviennent français avec deux conditions pour toute la Savoie du Nord, c'est-à-dire 203 communes, une grande zone franche, et cette zone neutre qui va jusqu'en Savoie du Sud, un petit morceau de la Savoie du Sud. Et ainsi, quand ils rentrent dans le territoire français, ils ne sont pas des citoyens français tout à fait ordinaires, ce qui va, à cause de ces droits, ce qui va à l'encontre des règles de l'égalité républicaine. Alors la France va essayer par tous les moyens de venir à bout de ce qu'elle considère comme des privilèges. Mais à chaque fois, des assemblées démocratiques et populaires de Savoie, c'est-à-dire les élus, vont dire attention, on ne peut pas supprimer cette grande zone franche, vous ne pouvez pas le faire, le traité d'annexion est un acte synalagmatique. Il est important parce que c'est la seule légitimité des institutions françaises en Savoie. Alors la seule légitimité de la France en Savoie, c'est ce traité d'annexion. Puisque nous n'avons pas participé à la Révolution française, nous n'avons pas, comme toutes les provinces de France, abdiqué nos privilèges lors de cette grande fête de la nation. La seule légitimité... La nuit du 4 août. Oui, c'était la nuit du 4 août. La seule légitimité, c'est ce traité du 24 mars 1860. On voit 8 articles. C'est la légitimité des institutions françaises sur le sol de Savoie. Or, il se trouve que l'article 1er disait qu'il fallait consulter la population. La population a dit oui, mais avec une zone franche, même si le plébiscite était truqué. La zone franche entre dans l'article 1er. Et l'article 2 précise que la neutralité de la Savoie est conservée dans l'espace français. Or, la France a quand même réussi à supprimer ces deux clauses qui l'embêtaient énormément. Elle l'a fait à l'issue du chaos de la Grande Guerre de 1914-1918 et au traité de Versailles, en 1919, on va mettre en chantier la suppression de ces deux clauses. Il faut dire qu'entre-temps, pendant cette Grande Guerre, nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vont être décimés. Et la Savoie et la Haute-Savoie sont les départements de France qui, proportionnellement, auront le plus de victimes de cette guerre. Et c'est dans les tranchées de Verdun, dans les tranchées de cette guerre, qu'on va enfouir nos droits. La démonstration est donnée par le fait qu'au traité de Versailles, en 1919, on dit la neutralité de la Savoie, ça n'existe plus, c'est l'article 435 du traité de Versailles. Quant à la zone franche, on va s'entendre avec la Suisse pour la supprimer. Pourquoi la Suisse? Eh bien parce que c'est le seul pays qui aurait pu protester, parce que nous autres, Savoisiens devenus Savoyards et devenus Français, nous n'avions plus rien à dire. Donc, il y a une convention qui est faite avec la Suisse, convention en 1921 pour supprimer les zones franches. Seulement, en Suisse, c'était déjà une démocratie directe, et le peuple, par référendum d'initiative populaire, un référendum qui partira de Genève, va s'élever contre cette suppression des zones franches. Et comme le peuple est souverain en Suisse, le gouvernement, parce que cette initiative va aboutir, le gouvernement suisse va dire au gouvernement français « Je suis désolé, mais le peuple a dit non à la suppression des zones franches, donc nous sommes obligés de les maintenir. » La France n'aura rien à faire du peuple suisse, pas plus qu'elle n'avait à faire du peuple savoisien, et elle va mettre ses douaniers à la frontière en 1923, supprimant ainsi les zones franches. Voici comment la France a rendu caduc le traité d'annexion.
Mais si ce traité est caduc depuis 1923, pourquoi personne ne l'a-t-il jamais dit? Pourquoi les gens ne l'ont pas fait auparavant? Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'était impossible dans le contexte français. Quiconque aurait osé s'élever ainsi, eh bien, il était menacé de prison, c'était de l'atteinte à l'intégrité territoriale. Mais il ne faut pas croire pour autant qu'il n'y a jamais eu de protestation. Il y a toujours eu des protestations. Chaque fois qu'on a voulu porter atteinte aux droits des Savoisiens, des assemblées démocratiques et populaires se sont élevées contre ce fait et ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Le traité d'annexion est un acte synalagmatique, vous allez entraîner sa caducité. Aujourd'hui, nous sommes à même de le faire constater et nous pouvons, si effectivement il y a un fort soutien populaire, entamer cette bataille juridique. Mais qu'est-ce que vous entendez par caduc? Caduc, c'est un mot qui vient du latin, comme la plupart des mots français, qui vient du mot caducus, qui tombe, qui est tombé, sujet à tomber. Comme les feuilles. Le traité est caduc, il est tombé, il ne vaut plus rien. La France, les institutions françaises, mort, on pourrait dire. Il est mort, n'ont plus aucune légitimité sur le sol de Savoie. Ce qui veut dire que la Savoie peut renaître, c'est-à-dire ce pays qui a une histoire millénaire, qui a connu 136 années de francitude, peut reprendre le cours de son histoire. Alors ça va faire comme en Corse ou en Yougoslavie? Ce n'est pas du tout le même problème. La Savoie est un pays annexé. C'est la seule province de France à avoir un passé de nation européenne. Et c'est la seule province de France où la France n'a qu'une légitimité, ce traité d'annexion. Donc nous n'avons pas été conquis par les armes, même s'il y a eu une occupation militaire. Pour la Corse, pour le Pays Basque, pour la Bretagne, les choses sont très différentes. Nous avons toujours ce statut de pays annexé. En conséquence, notre démarche légaliste et pacifique s'inscrit dans le droit international. Nous n'avons pas à recourir aux armes et jamais nous ne ferons une telle chose. Ce n'est pas notre démarche. Les Savoisiens sont des gens tout à fait pacifiques et fondamentalement légalistes. Nous avons une arme extraordinaire qui est le droit et c'est cette arme que nous allons faire jouer. Pour ce qui est de la Yougoslavie, bon, il s'y est passé des choses atroces, mais ce sont des conflits d'ordre ethnique et religieux. Oui, et il ne faut pas oublier que quand on pense à la Yougoslavie depuis 5 ans, on pense à Sarajevo, à Srebrenica, à ces horribles massacres qui ont eu lieu parce qu'on a vu tellement d'images insoutenables. Mais on oublie la Slovénie, par exemple. Il y a d'autres parties de la Yougoslavie qui n'ont pas connu la guerre, mais la Slovénie est le meilleur exemple pour nous. C'est un pays qui compte 2 millions d'habitants, 20 000 km², c'est 2 fois la Savoie. La Slovénie s'est séparée de la fédération yougoslave dès qu'elle a pu le faire. Il y a eu quelques incidents, il y a eu un mort, c'est un mort de trop, mais c'est tout ce qu'il y a eu. Et depuis 4 ans, la Slovénie se développe avec l'aide des investisseurs hongrois, autrichiens, allemands, italiens. Elle devient prospère, elle est devenue le 10e client des exportations de la Haute-Savoie. C'est pas mal pour un petit pays de 2 millions d'habitants. Pour nous, il n'y a pas de problème ethnique ou religieux en Savoie, bien évidemment. Ce que nous voudrions, c'est un pays qui, comme la Slovénie, se développe pacifiquement. En ce qui concerne la Corse, on peut remarquer qu'il y a toute une bataille pour faire reconnaître le peuple corse. Nous n'avons pas besoin de cela, puisque le décret de la Convention de 1792 reconnaît explicitement l'existence d'un peuple souverain de Savoie. Et l'abbé Grégoire, qui était un révolutionnaire français, avait fait un long rapport que nous avons publié, qui développe cette idée et qui explique pourquoi le peuple de Savoie est un peuple souverain. Donc nous n'avons pas cette bataille à mener, nous n'avons pas non plus à nous opposer à la France dans une lutte pour obtenir plus d'avantages, plus d'autonomie. Nous avons simplement à dire au revoir, adieu si possible à la France et à nous développer tranquillement comme la Slovénie, comme la Lituanie, comme les autres républiques baltes, comme la République tchèque, comme la Slovaquie, comme 79 pays qui, depuis 1960, vous pouvez consulter la liste aux Nations Unies, ont retrouvé leur souveraineté. Voilà le but d'un groupe de Savoisiens qui œuvrent pour une Savoie plus libre et plus prospère. Est-ce qu'on a les moyens d'être un vrai pays? La Savoie, elle pourrait vivre toute seule? Au jour où nous sommes, aucun pays ne peut vivre tout seul, c'est-à-dire en autarcie. La France ne peut pas vivre toute seule. Sinon, la France n'aurait ni pétrole, ni cacao, ni
matériel électronique importé du Japon, etc., ni automobile allemande. Aucun pays ne peut vivre tout seul, et la Savoie ne vivra pas toute seule. La Savoie, c'est un pays qui, historiquement, se trouve sur des voies de communication qui traversent les Alpes. C'est donc un pays de transit, de commerce, d'importation, d'exportation, de passage. Ça continuera. Autant que les montagnes, autant de temps les montagnes resteront ici, autant de temps la Savoie restera une terre de passage et d'échange. Donc ce que nous voulons, c'est une Savoie qui continue à commercer avec tout le monde. Et il est intéressant de consulter dans les chambres de commerce d'Annecy et de Chambéry, c'est accessible à tous, les statistiques du commerce extérieur. On s'aperçoit que la Savoie, les deux départements actuels, exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Le solde entre exportation et importation est très favorable puisqu'il s'établit autour de 180% en plus chaque année. Et cela depuis des années d'une façon structurelle en ce qui concerne les échanges de marchandises de toute nature. Il faut y rajouter le tourisme qui est aussi un apport de devises supplémentaires pour notre Savoie. Donc, il ne faut pas oublier que en France, sur l'ensemble de l'économie française, le solde est légèrement positif, conjoncturellement, de 103%. Et encore, on compte comme exportation les marchandises expédiées aux Antilles. Donc vous voyez la différence, nous sommes un pays d'exportateurs. Et la Savoie souveraine continuera à être un pays d'exportateurs. Parce que nos entreprises, elles ne vont pas cesser d'aller chercher des clients à l'extérieur sous prétexte que nos produits ne seraient plus étiquetés Made in France, mais Made in Savoie. Oui, mais la France, elle a fait beaucoup de choses pour la Savoie. Les barrages, les autoroutes, les usines. Oui, quand on dit la France, attention, il y a deux choses. Il y a les entreprises et l'État. Les entreprises ont fait des choses, oui, ont fait des usines, des installations. Pourquoi? Parce qu'elles pouvaient développer leurs activités, elles pouvaient gagner de l'argent. Et il n'y a aucune différence entre des entreprises françaises, des entreprises suisses, autrichiennes, américaines, japonaises. Donc ça, c'est le libre marché. Et dans tous les États d'Europe, on a connu ce développement. C'est-à-dire qu'en 1860, la plupart des États européens vivaient principalement de l'agriculture et vivaient pauvrement. La Suisse vivait pauvrement, l'Autriche aussi, l'Allemagne aussi, et la révolution industrielle est arrivée et tous ces États se sont développés. Donc les entreprises se sont développées en Savoie également, mais cela n'a rien à voir avec la France. En ce qui concerne l'État maintenant, les investissements d'État, les routes, les chemins de fer, parce que c'était nationalisé, eh bien, oui, il y a eu des investissements, mais ils ont été financés par l'argent du contribuable. C'est-à-dire que l'État français a investi en Savoie, mais nous, contribuables savoisiens, en avons payé une part, et nous avons payé une part aussi des travaux qui ont été faits en Île-de-France et dans toutes les régions françaises. Tout de même, le tunnel du Fréjus ou le tunnel du Mont-Blanc, la Savoie n'aurait jamais pu les faire toute seule. Et pourtant, si, au moment de l'annexion, en 1860, on avait commencé à percer un tunnel sous le Fréjus, un tunnel ferroviaire, qui est encore en service, qui relie Modane à Bardonnèche, donc c'est la ligne ferroviaire de Chambéry à Turin. Et c'est écrit dans les clauses annexes du traité d'annexion, le Piémont, c'est-à-dire ce qui restait de la Savoie, a fait les travaux jusqu'au bout. L'ingénieur Germain Sommeillet, qui était natif du Faucigny, a refusé la citoyenneté française. Il est resté sujet du roi de Piémont-Sardaigne, ancien duc de Savoie, et il a continué à diriger les travaux jusqu'au bout. Donc on avait les moyens, l'État savoisien avait les moyens de faire ce gigantesque ouvrage. Il avait fait aussi le pont de la Caille, il avait fait des belles routes. On disait à l'annexion que les routes de Savoie étaient plus belles que les routes françaises. Et puis, il y avait des capitaux, c'est-à-dire que sur cette voie ferrée qui relie Aix-les-Bains à Modane, à Turin, les capitaux anglais de la maison d'investissement Lafitte étaient présents. Des sociétés étaient faites avec des capitaux internationaux. Par conséquent, le tunnel du Mont-Blanc, le tunnel du Fréjus, un petit État peut les réaliser, il peut faire appel à des capitaux, emprunter, étaler le remboursement, exactement comme l'État français. La France nous a coûté très cher, nous avons financé la politique de grandeur, la politique de guerre pendant 136 ans,
Et bien sûr, il y a eu des investissements français en Savoie, mais cela n'a rien de miraculeux, cela est dans l'ordre des choses. Et dans une Savoie indépendante, que vont devenir ces grands équipements français? Je ne peux pas vous le dire. Comme pour toutes ces grandes questions, c'est le peuple qui devra trancher par référendum. Mais il est clair qu'il y a certains équipements qu'on serait parfaitement en droit de remettre entre les mains de la propriété savoisienne. Par exemple, le tunnel du Mont-Blanc, qui fonctionne depuis 1965 et dont le péage a permis de rembourser plus de 11 fois l'investissement initial. Alors, il est clair que ce tunnel, actuellement, c'est devenu une pompe à finances pour l'État français, puisque la société est installée à Paris, alors qu'il devrait être un trait d'union entre le peuple savoisien et le peuple valdôtain, ou l'Italie du Nord, et ça devrait être aussi le moyen de prévoir des futures traversées alpines moins dangereuses, moins pénalisantes pour l'environnement. Donc, de grands changements sont tout à fait possibles, mais ce sera au fur et à mesure au peuple de régler ce genre de problème. J'ajoute que si on a fait le tunnel du Mont-Blanc, si on a fait le tunnel du Fréjus, ce n'est pas pour rendre service aux Savoisiens. C'est pour transporter des marchandises et des personnes entre l'Europe du Nord-Ouest, Angleterre, France du Nord, Benelux, nord de l'Allemagne, et l'Europe du Sud-Est, c'est-à-dire Italie, Grèce, Yougoslavie, Bulgarie, etc. Bon, il se trouve que ça passe en Savoie, parce que ça a toujours été comme ça, c'est une voie de transit. Donc on a fait ces investissements, non pas pour les Savoisiens, mais pour le transit international. Et pour le tourisme, ce sont bien les touristes français qui viennent en Savoie? Oui, beaucoup de touristes français viennent en Savoie, et je pense qu'ils continueront, ils seront toujours les bienvenus. Ils vont aussi en Espagne, ils vont aussi aux États-Unis, ils vont aussi en Italie. Par conséquent, ça ne change rien. Je remarque aussi que c'est un risque pour notre tourisme de miser uniquement sur la clientèle française. Il y a un tel appauvrissement de la population française. La France est un pays très riche, mais sa population est dans de telles difficultés qu'elle s'appauvrit ou qu'elle a peur, qu'elle dépense moins. Et on voit qu'actuellement, les stations de Savoie qui réussissent le mieux sont celles qui ont une clientèle diversifiée internationale. Parce que c'est la reprise aux États-Unis, parce que c'est la prospérité en Asie, donc il n'y a pas de problème de clientèle. Celles qui misent uniquement sur le tourisme français sont plus fragiles. Et là-dessus, donc il faut continuer à pratiquer une politique de tourisme très ouverte. Les Français sont les bienvenus, mais d'autres aussi, donc il n'y a pas de problème à cet égard. En ce qui concerne l'industrie, c'est la même chose. N'oublions pas que nous sommes un pays d'exportateurs, qui n'attendent pas des grands contrats avec l'Arabie Saoudite négociés par des chefs d'État français. Des entreprises savoisiennes, elles vont chercher le client. Alors, imaginez, pour une entreprise comme Salomon, par exemple, qui ne fait que 10% de ses ventes en France, quelle importance d'avoir son siège social en France, département de Haute-Savoie, ou en Savoie, État souverain de Savoie? Aucune. Je dirais même que ce serait plus facile dans l'État souverain de Savoie, dans la mesure où l'administration serait moins pesante. Et là, on pourrait mettre à plat le système fiscal. Tout le monde dénonce le Code général des impôts français, qui est irréformable. Pour nous, Savoie souveraine, on repart à zéro et on fait des impôts qui sont plus favorables à l'économie. Vous voyez qu'une entreprise comme Salomon n'a absolument aucun lien privilégié avec la France en tant que telle. Et j'énumérerai toutes ces entreprises qui exportent et qui gagnent pour la Savoie. J'ai cité Salomon, mais citons rapidement Evian, Ugine, Acier Inox, Mobalpa, Péchinet, Stobli, Esté Dupont, Vetrotex, le décolletage. Vous savez qu'en Savoie du Nord, dans le Faucigny, on a la plus grande concentration mondiale de petites industries mécaniques. Bon, tout cela exporte énormément. Voilà le potentiel industriel de la Savoie. Il y a un potentiel agricole qui ne se débrouille pas si mal, puisque ces produits sont des produits de terroir et ils peuvent encore beaucoup se développer si on les laisse faire. Le tourisme fait de la Savoie la première région touristique en France. Le thermalisme, eh bien, nous avons la station d'Aix-les-Bains qui est la deuxième station thermale en France, et puis beaucoup d'autres stations. Vous voyez que le potentiel n'est pas négligeable. Comment va-t-on faire sans le gouvernement et l'administration? Vous y avez réfléchi? Il ne faut pas croire que les Savoisiens n'ont pas déjà su se débrouiller par le passé. Quand notre dynastie nous a abandonnés pour se tourner vers le Piémont, vers la future Italie,
nous ne sommes pas devenus pour autant une province orpheline qui était régentée de loin par ses monarques. Nous avions en Savoie une institution qui s'appelait le souverain Sénat de Savoie, qui avait des fonctions administratives, législatives et judiciaires, et qui a perduré quasiment jusqu'à l'annexion. 12 ans avant l'annexion, elle a été supprimée, mais il ne faut pas croire qu'en Savoie, nous ne serions pas à même de nous gouverner. Alors ce qui est tout à fait passionnant, c'est que dans un avenir très proche, de nouvelles institutions vont revivre en Savoie. C'est-à-dire qu'il y aura une administration qu'on souhaite moins pléthorique et moins bureaucratique que l'administration française, mais il faut toujours une administration pour l'État. Et nous avons pour l'instant en Savoie un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire a déjà imaginé les grands principes fondateurs d'une constitution de Savoie. Mais quelle constitution? Avec un roi ou un prince de Savoie? Les ducs de Savoie, roi de Piémont-Sardaigne, au moment où les Savoisiens ont voté pour le plébiscite de 1860, ont libéré le peuple de Savoie des liens d'allégeance qu'ils avaient vis-à-vis de cette couronne. Donc ils ont renoncé, pour tous leurs héritiers, pour eux-mêmes, à toute prétention sur ce territoire. Aujourd'hui, aucune dynastie ne peut venir dire « je m'appelle de Savoie, donc j'ai quelques prérogatives sur ce nouveau pays ». Par conséquent, si la caducité du traité d'annexion est reconnue, qu'est-ce qu'il reste? Un peuple souverain. Un peuple souverain, et c'est bien l'idée qui nous a guidés lors de la réflexion sur cette constitution, et la Ligue savoisienne a même voté une résolution en ce sens le 26 mai 1996 qui dit « L'État souverain de Savoie, dont la renaissance est le seul but de la Ligue savoisienne, sera fondé sur le principe de la souveraineté populaire. Sa constitution devra prévoir les dispositions les plus adaptées à permettre l'expression de cette souveraineté dans tous les domaines et à tous les échelons de la vie publique. » C'est-à-dire que dans un futur État souverain de Savoie, ce n'est pas le problème de république et monarchie, ça c'est des formes constitutionnelles. Le plus important, c'est de savoir quel sera le pouvoir du peuple. Et selon nous, selon le gouvernement provisoire, le pouvoir du peuple sera le plus étendu. C'est-à-dire que si une loi nouvelle ne plaît pas au peuple, eh bien les citoyens pourront signer une pétition et s'ils réunissent suffisamment de signatures, voter, un peu comme ce qui se passe en Suisse, si vous voulez, ce qui évite d'avoir à subir des lois qui ne conviennent pas forcément à l'état du pays. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette motion, elle a été votée lors de notre premier congrès, où il y avait 1300 Savoisiens réunis, plus les pouvoirs, combien? 300 pouvoirs. Plus 300 pouvoirs, oui, donc, ça a donné une autorité à ce principe. Là, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est effectivement une souveraineté populaire qui sera la caractéristique principale de l'État souverain de Savoie. Il est vrai que ce genre de choses, c'est plus facile à faire dans un petit État que dans un grand. Mais qui pourra voter? Qui pourra être citoyen savoisien? Pour nous, les choses sont claires. C'est le pays qui fait les citoyens, c'est la Savoie qui fait les Savoisiens. Par conséquent, au moment où l'État va renaître, tous ceux qui sont habitants, résidents principaux en Savoie, à la date du 26 mai passé, parce que bon, il serait difficile d'admettre ceux qui arriveraient la veille d'un référendum. Le 26 mai étant la date du Congrès. Tous ceux qui étaient résidents principaux en Savoie au 26 mai 1996, date du premier congrès de la Ligue savoisienne, seront citoyens savoisiens s'ils le désirent, sur la base de leur volonté. Les autres, ceux qui ne veulent pas, pourront s'abstenir. Et donc, on aura un État qui sera vraiment la Savoie pour tous les habitants de la Savoie. Plus tard, lorsque les institutions fonctionneront, lorsque la Constitution sera appliquée, lorsqu'il y aura un Parlement, lorsqu'il y aura un gouvernement, eh bien, il sera nécessaire, comme dans tous les États, de faire une loi sur la citoyenneté, et cette loi sera votée par le peuple. Donc après, ce n'est plus l'affaire de la Ligue savoisienne, ni du gouvernement provisoire, tout cela aura disparu, c'est les citoyens qui voteront les principes qui diront qui peut être citoyen. « 20 ans ont passé depuis cette vidéo. À part la pipe, bien des choses ont changé en 20 ans. La Ligue savoisienne n'existe plus.
Patrice Abeille a été retrouvé mort à son domicile. Alain Roulier-Laurence, le fondateur et président de la Ligue niçoise, a été retrouvé mort à son domicile. Tous les membres du premier bureau que j'avais constitué pour la Ligue savoisienne sont morts, à l'exception de celui qui en avait été exclu. Toutes ces disparitions, bien que prématurées, sont des morts naturelles. En quelques années, la Ligue savoisienne avait compté jusqu'à 5000 adhérents. Son premier congrès avait réuni plus de 1000 personnes. Très vite, ce mouvement comptait à lui seul 4 fois plus d'adhérents que tous les partis politiques français constitués en Savoie. J'avais lancé la Ligue savoisienne au moyen d'articles de presse et en médiatisant un procès avec les douanes françaises. Puis j'ai rédigé un ouvrage intitulé « Savoie française, histoire d'un pays annexé » dans lequel je démontrais que le traité d'annexion de la Savoie, seule légitimité des institutions françaises dans ce pays annexé, était désormais caduque car la France n'en avait pas respecté les clauses. Avant de fonder la Ligue savoisienne, j'occupais des fonctions dans plusieurs organisations et associations, entre autres celle de vice-président d'une ONG ayant statut consultatif auprès de l'ONU. Lors de mes recherches à la bibliothèque de l'ONU à Genève, j'avais découvert un ouvrage exposant que le traité d'annexion de la Savoie avait été suspendu durant la dernière guerre mondiale et remis en vigueur en 1948. J'avais alors décidé d'éclaircir cette affaire dont je donnerai un jour tous les détails. Ce qu'il importe de retenir, c'est que le 10 février 1947 fut signé à Paris un traité de paix dont l'article 44 était ainsi rédigé. Petit 1. Chacune des puissances alliées ou associées notifiera à l'Italie dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent traité les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées. Petit 2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Petit 3, et c'est là l'alinéa le plus important à mon sens, tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés. Cet article 44 concernait au premier chef le traité d'annexion de la Savoie, un traité bilatéral qui avait été conclu avec l'Italie antérieurement à la guerre. La France avait donc obligation de signifier à l'Italie le traité d'annexion de la Savoie dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du traité du 10 février 1947, soit avant le 15 mars 1948. La France devait ensuite faire enregistrer ce traité auprès de l'ONU. Par acquis de conscience, je décidai de vérifier si la France avait respecté les termes du traité du 10 février 1947, car si elle ne l'avait pas fait, il n'y avait même plus lieu de faire constater la caducité du traité d'annexion de la Savoie, puisqu'il était définitivement abrogé. Dans la réalité des faits, la France ne devait pas remettre en vigueur le traité d'annexion, mais proposer un nouveau traité à l'Italie, si tant est que celle-ci pouvait être considérée comme héritière d'un traité qui fut signé une année avant l'unification italienne. En fait, le véritable héritier de ce traité était le peuple de Savoie. Un peuple qui jouissait avant son annexion d'une certaine autonomie et qui avait été libéré de sa symbolique allégeance à la couronne sarde avant qu'il ne soit consulté pour son annexion par la France. Cette consultation avait été la condition essentielle de cette annexion, même si elle avait été honteusement truquée. Pas de bulletin non, pas d'isoloir dans les bureaux de vote, l'abstention interdite, une occupation militaire française en Savoie, la menace du bagne de Cayenne pour quiconque s'élèverait publiquement contre l'annexion, et cela sans même un jugement en vertu d'une loi d'exception promulguée sur le territoire de la Savoie alors qu'elle n'était pas encore française. Le soi-disant plébiscite de 1860 n'était qu'une mascarade française de plus. Plus personne n'ose aujourd'hui avancer le contraire, à moins qu'il ne soit chevalier de la Légion d'honneur. Mais revenons à notre traité. Au titre du droit international, qui reconnaît les successions, on pouvait cependant considérer que ce traité avait deux autres héritiers, le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, petit-fils de Victor Emmanuel II, signataire du traité d'annexion, et la France, principale bénéficiaire de ce traité. Mais pourquoi fallait-il un nouveau traité? Deux raisons à cela. En premier lieu, parce que ce traité n'existait plus au lendemain de la guerre. En effet, la déclaration de guerre de l'Italie et de la France, en date du 10 juin 1940, avait précipité l'extinction du traité d'annexion de la Savoie. L'extinction d'un traité est une disposition du droit international. Une déclaration de guerre ne précipite pas automatiquement l'extinction d'un traité, elle peut ne faire que le suspendre. Mais en l'occurrence, le signataire de cette déclaration de guerre était Victor Emmanuel III, donc petit-fils de Victor Emmanuel II, comme je l'ai dit plus haut. Et donc, il était l'héritier de ce traité. Et lorsque le roi d'Italie
signe la déclaration de guerre en 1940, il dénonce explicitement le traité signé par son grand-père en réclamant Nice et la Savoie. C'est en faisant cela qu'il a précipité l'extinction du traité d'annexion. La seconde raison de l'extinction du traité était dans sa nature même. Il s'agissait d'un traité d'annexion. Or, l'ONU ne reconnaît pas les annexions et ne manque jamais de les dénoncer lorsqu'elles ne respectent pas l'alinéa second de l'article 1er de sa charte, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il convient ici de rappeler la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 44 du traité du 10 février 1947. Toute disposition qui ne serait pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées. Or, le présent traité se rapportait à la Charte des Nations Unies à laquelle la France avait adhéré en 1945. La conséquence de cela, c'est que la France, si elle entendait conserver la Savoie, devait organiser une nouvelle consultation populaire dans ce pays, mais cette fois sans la truquer, puisqu'elle devrait se dérouler sous l'égide de l'ONU. En 1947, la France était encore un empire colonial. Elle ne pouvait se permettre de consulter un peuple qu'elle avait annexé sans créer un précédent pour ses autres possessions. Le gouvernement français a donc usé d'un stratagème en notifiant à l'Italie un traité en date du 24 mars 1760. 1760. Ce traité n'avait pas lieu d'être notifié en 1948 car c'était un traité de limite entre le Royaume de France et le Duché de Savoie. Mais le gouvernement français escomptait ainsi créer la confusion entre le traité du 24 mars 1760 et celui du 24 mars 1860, et comptait rectifier les dates ultérieurement, ce qu'il fit, en faisant envoyer par l'ambassade de France en Italie une note verbale notifiée le 30 décembre 1948 au ministère italien des Affaires étrangères et portant, je cite, sur les erreurs contenues dans les documents précédents, dont celles portant sur le traité de limite de mars 1760. Bien entendu, il n'était pas question alors pour la France d'enregistrer quoi que ce soit auprès de l'ONU, parce que l'ONU lui aurait alors rappelé qu'elle avait signé une charte relative aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et surtout, l'ONU aurait pu faire remarquer à la France que le délai pour la notification des traités à l'Italie expirait au 15 mars 1948, et non au 30 décembre 1948, et qu'au terme de l'article 44 du traité du 10 février 1947, dont la France est dépositaire, le traité d'annexion de la Savoie était désormais abrogé. Ce que j'avais découvert ouvrait une voie nouvelle à la Savoie, mais il me fallait encore en avoir la confirmation officielle. La Ligue savoisienne était alors en plein essor et Patrice Abeille, ayant été élu conseiller régional pour la Haute-Savoie, je considérais alors que pour obtenir une réponse de l'ONU, il convenait d'user de son titre. Je fis donc envoyer un message à l'ONU depuis le secrétariat de Patrice Abeille en date du 27 octobre 2001. Ce message n'obtint aucune réponse. D'autres tentatives furent également infructueuses. Cela m'intrigua. Cependant, j'avais déjà eu l'occasion de me percevoir que la Ligue savoisienne avait été infiltrée. Je décidai donc d'user d'une autre stratégie. Je parvins ainsi à piéger le ministère français des Affaires étrangères, dont la conservatrice des archives m'écrivit n'avoir trouvé aucune trace de l'enregistrement du traité d'annexion à l'ONU. Quant à sa notification à l'Italie, elle m'annonçait que cela avait été fait à la date du 15 mars 1948. Une date d'autant plus improbable que c'était celle de l'expiration du délai de notification à l'Italie et que dans les textes officiels, c'était celle du 1er mars 1948 qui était avancée dans le journal officiel. L'affaire était de toute première importance. Je décidai alors de prendre mes distances avec la Ligue savoisienne, infiltrée par les agents français, et je me retirai du mouvement afin de mener à bien mon entreprise en toute discrétion. Il s'agissait d'obtenir de l'ONU la confirmation du défaut d'enregistrement du traité d'annexion, ce que je finis par obtenir. Lorsqu'en 2010, la France entendit fêter avec faste les 150 ans de l'annexion de la Savoie, je décidai de lui réserver une surprise qui serait de nature à lui faire regretter son incroyable arrogance. Le 24 mars 2010, en compagnie d'Alain Roulier-Laurence, président de la Ligue niçoise, et d'une délégation de Niçois et de Savoisiens, nous rendions public à Genève une adresse aux puissances signataires du traité de paix de 1947 relative au traité d'annexion de la Savoie. À cette déclaration étaient joints les courriers que j'avais obtenus du ministère français des Affaires étrangères et de l'ONU. Courriers qui confirmaient l'erreur de notification du traité d'annexion de la Savoie à l'Italie, son absence d'enregistrement auprès de l'ONU et son abrogation définitive.
Suite à mes révélations, une question fut posée à l'Assemblée nationale, et Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, répondit le 15 juin 2010 que le traité d'annexion avait bien été notifié à l'Italie et que d'ores et déjà, toutes les dispositions utiles avaient été prises pour qu'il soit enregistré dans les meilleurs délais auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Les meilleurs délais, plus de 60 ans après. C'était plus que j'en espérais. Le gouvernement français avait foncé tête baissée dans le piège. Il faut préciser ici qu'il était persuadé que le traité avait bien été notifié à l'Italie et qu'il ignorait l'imposture de ses prédécesseurs, qui avait été entérinée par le journal officiel. J'adressais aussitôt, conjointement avec Alain Roulier-Laurence, un mémoire au secrétaire général de l'ONU où était développée sur plusieurs points une argumentation montrant que le traité d'annexion était abrogé, ce qui interdisait son enregistrement par l'ONU. Moins de 6 mois plus tard, on m'informait que l'ONU refusait d'enregistrer le traité d'annexion, mais que la France déployait tous les efforts dont elle était capable pour faire revenir l'organisme international sur sa décision. J'envoyais alors un nouveau courrier à l'ONU pour lui rappeler ses obligations, tout en lui apportant de nouveaux éléments de nature à conforter sa décision. Quelques mois plus tard, j'apprenais que la décision était définitive et qu'elle avait été notifiée à la France. Pourtant, le gouvernement français tardait à en informer l'Assemblée nationale. Je mettais cela sur le compte de retard administratif, mais je compris bientôt que le gouvernement français n'avait pas l'intention de rendre publique la nouvelle. Je décidai donc, bon citoyen, de m'en charger, et je le fis à la date du 25 décembre 2012 dans un texte intitulé « La bonne nouvelle » que diffusèrent aussitôt les sites niçois et savoisiens. J'annonçais dans ce texte que l'ONU nous avait donné raison en déboutant le gouvernement français de sa demande et en refusant d'enregistrer le traité d'annexion qui était désormais abrogé. 2 semaines avaient à peine passé que le ministre français des Affaires étrangères venait avouer devant l'Assemblée nationale que l'ONU avait refusé d'enregistrer le traité d'annexion de la Savoie, mais que finalement, cela n'était pas indispensable et que ce qui comptait, c'est que ce traité avait bien été notifié à l'Italie par une note verbale. Le ministre ne produisait même pas cette fameuse note verbale, et surtout pas, et pour cause, ce document notifiait à l'Italie le traité de limite du 24 mars 1760, le premier traité au monde congénital à un tracé de frontières par des géomètres. La plupart des bornes sont encore en place. La France avait ainsi signifié sur la place internationale que la Savoie n'était plus française. L'imposture se retournait contre les imposteurs. À présent, les choses sont limpides. Le traité d'annexion de la Savoie est définitivement abrogé. Ce traité constituait la seule légitimité des institutions françaises en Savoie. Cela signifie que tout ce qui représente la France en Savoie annexée est désormais hors la loi. D'autre part, l'Organisation des Nations Unies, en refusant d'enregistrer le traité d'annexion, interdit au gouvernement français de s'en prévaloir pour justifier une éventuelle intervention en Savoie le jour où les Savoisiens auront enfin décidé de reprendre leurs affaires en main. Car c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. 156 ans d'annexion, c'est bien plus que les Savoisiens ne peuvent endurer. Il s'agit à présent de secouer le joug français et de raccompagner les préfets et autres valets du gouvernement français de l'autre côté du Rhône. La Savoie n'est pas plus une colonie française qu'une terre de djihad, et elle ne veut plus d'envahisseurs français sur ces terres, ni de ressortissants de ces anciennes colonies qui y édifient des mosquées financées par la Turquie et l'Arabie Saoudite. Ceux qui veulent rester devront choisir entre la France et la Savoie et nous aider dès à présent à reconquérir notre vieux pays. Afin de réunir tous les Savoisiens sous un seul drapeau, je leur ouvre aujourd'hui la porte de la Ligue savoisienne, canal historique. Il s'agit d'un mouvement qui existe depuis que je me suis retiré de la Ligue savoisienne infiltrée par les agents français. Il est constitué par des Savoisiens de la première heure qui n'ont jamais cessé de croire à notre combat et qui me demandent aujourd'hui de le relancer, car ce projet n'est pas de ma seule initiative, c'est surtout de la leur. Ils sont sur le terrain, ils savent que nous avons désormais toutes les cartes en main pour redessiner la Savoie et que le moment est venu pour le faire. Il ne manque plus que l'adhésion populaire. C'est ce à quoi nous voulons parvenir en ouvrant à tous la Ligue savoisienne, canal historique. Tous ceux qui vivent en Savoie y sont les bienvenus, ainsi que tous les Niçois désireux de nous rejoindre dans ce combat qui est aussi le leur et que nous accueillerons de tout cœur parmi nous. Ce mouvement sera bien différent de l'ancienne Ligue savoisienne. C'est un mouvement virtuel, basé sur Internet. Grâce à un codage sophistiqué, les adhérents auront la garantie de voir préserver leur anonymat. Le but est simple,
rassembler les dizaines, les centaines de milliers de Savoisiens désireux d'échapper au cauchemar français et de faire renaître la Savoie. L'adhésion au mouvement ne coûtera rien d'autre qu'une présence aux rassemblements qui seront organisés dès que nous aurons atteint quelques milliers d'adhérents. L'avenir de la Savoie est de nouveau entre les mains de ses habitants.